Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session des rencontres pour rencontrer justement les métiers de l'industrie du futur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être à nouveau accueillis par Airbus Hélicoptère à Marignane. Donc nous sommes dans les Bouches-du-Rhône et c'est pour nous la deuxième fois que nous avons le plaisir de découvrir ce site et ses métiers. Alors, je me présente, je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom, un groupe de 7 écoles d'ingénieurs, une école de commerce qui sont toutes présentes sur l'ensemble du territoire. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre webinaire, je voulais vous rappeler également que cette action des webinaires orientation s'inscrit dans le cadre du MOOC Ose les métiers pour l'industrie du futur que vous pouvez retrouver en ligne sur le site FunMOOC, notre partenaire, et vous pourrez ainsi découvrir un parcours qui vous simplement donnera à connaître un petit peu mieux le secteur industriel, ces métiers. En l'espèce, vous en trouverez 18 sur tous les niveaux de qualification qui sont déjà aujourd'hui en forte tension. Vous y apprendrez quelles sont les compétences requises, quelles sont également les voies d'accès, que vous cherchiez une formation initiale ou une formation continue. Je vous mets de suite le lien dans le chat. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser spécifiquement au secteur de l'aéronautique et aux métiers qui contribuent particulièrement, aujourd'hui on le verra, à l'innovation, à la conception, mais également sur ce site, vous trouvez des métiers qui vont être sur la fabrication, la production et sur la maintenance des hélicoptères. Alors dans cette entreprise, vous le verrez, en tout cas dans le panel des métiers que vous pourrez trouver et découvrir, il y aura celui d'ingénieur aérodynamicien ou aérodynamicienne qui travaille sur l'optimisation des performances et de la sécurité des appareils, des techniciens et des techniciennes d'assemblage qui sont chargés de l'intégration et du montage des différentes pièces et des systèmes, des pilotes d'essai évidemment, puisque ces appareils, il faut bien en valider les performances en conditions réelles, et aussi des experts et des expertes en maintenance aéronautique, puisqu'il faut effectivement garantir toujours le bon fonctionnement et la sécurité de ces appareils en exploitation. Mais vous verrez d'autres métiers également avec l'ensemble de nos invités. Donc au programme, comme d'habitude, vous aurez un temps d'échange, vous le savez, en fin d'émission, où vous pourrez donc interagir. Vous aurez aussi l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur un panel de formation qui vous permettra de pouvoir vous orienter vers le secteur de l'aéronautique, si vous le souhaitez, puisque nous recevrons 2 enseignants d'un lycée professionnel où nous accueillerons aussi 2 étudiants qui nous partageront un petit peu leur parcours. Voilà, et sans oublier, vous trouverez aussi, avant la période d'échange, de questions, un temps dédié à une séquence orientation avec notre partenaire l'ONICEP. Et là aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure des échanges. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement contente de pouvoir accueillir du public pendant cette émission, puisque nous avons la chance d'accueillir sur site 22 collégiennes qui viennent du collège Jean Jaurès de Pérols en Provence et qui vont pouvoir, elles aussi, un petit peu mieux découvrir ces métiers du secteur de l'aéronautique et comprendre que l'ensemble des métiers qui seront abordés aujourd'hui leur sont tout à fait accessibles. Je remercie d'ores et déjà l'association Elle Bouge, puisque cette participation de ces collégiennes s'inscrit dans le dispositif Elle Bouge pour demain. Donc un grand merci à elles toutes pour avoir permis cette venue
de ce public de jeunes filles. Et mesdemoiselles les collégiennes, même si vous êtes à distance ou en tout cas sur site, n'hésitez pas à pouvoir nous poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. Voilà, sans plus tarder, eh bien, j'accueille de suite notre première invitée. J'appelle Amandine Fossard. Bonjour Amandine. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir une deuxième fois. Martine. Alors vous êtes DRH du groupe Airbus Hélicoptères. Et avant que vous nous donniez un grand descriptif un petit peu des activités, des perspectives de votre entreprise, quelques mots juste quand même sur votre formation qui vous a conduit à arriver ici. Très bien, bonjour Martine. Donc, je suis DRH France d'Airbus Hélicoptères. J'ai une formation en ressources humaines. Très tôt, lors de mes études, il était évident pour moi que je choisissais la voie des ressources humaines et la voie de l'industrie. Je souhaitais travailler sur un site de production pour être au plus près des produits et des personnes qui les conçoivent. Donc après cette formation, j'ai commencé à travailler dans l'industrie pétrochimique pendant 7-8 ans chez Shell, jusqu'à rejoindre Airbus Hélicoptères en 2011, où j'occupais différentes fonctions, toujours dans les ressources humaines. Très bien. Alors, pour nous présenter, là aussi, un petit peu Airbus Hélicoptères, ses activités, peut-être également vos problématiques actuelles de recrutement, mais également les perspectives, parce que Dieu sait que vous êtes engagé dans de nombreux chantiers. Donc, comment ça se passe un petit peu pour vous ? Donc, ravi de vous accueillir au sein de la chaîne d'assemblage du H160, qui est le dernier né de la gamme d'hélicoptères assemblés en France chez Airbus. Ce site est un site sur lequel il y a à peu près 10 000 salariés. Donc, troisième site industriel en France, premier employeur privé de la région, dans une dynamique de forte croissance et de transformation. Donc, depuis plusieurs années, nous recrutons plusieurs centaines de personnes sur le site dans différents métiers, dans tous nos métiers, et sur un site qui est en pleine transformation. Transformation pour pouvoir répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain, être au plus haut niveau de standard de l'industrie et pouvoir toujours améliorer notre compétitivité industrielle. Donc une transformation qui va engager de gros investissements, 1 milliard d'euros dans les prochaines années pour la filière de l'hélicoptère dans le sud de la France. Dans lequel nous embarquons l'ensemble de nos partenaires industriels pour pouvoir relever ce challenge. Alors, pour relever justement tous ces challenges, il vous faut des effectifs. Où est-ce que vous en êtes actuellement ? Vous avez peut-être des campagnes de recrutement, vous avez des profils particuliers qui sont plus en tension que d'autres peut-être ? Donc où nous en sommes ? Je vous disais, depuis plusieurs années, 4-5 ans maintenant, nous avons un plan de recrutement très soutenu. On recrute plus de 500 personnes sur ce site chaque année, dans tous les métiers de l'entreprise, bien sûr, avec aussi bien dans les métiers de l'ingénierie que pour des métiers de techniciens. Ce site est le site spécialisé chez Airbus Hélicoptères dans les ensembles dynamiques et mécaniques. Donc ce sont des compétences que nous recherchons, des usineurs, des mécaniciens, mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les métiers de l'assemblage, dans le composite. Et en engineering, dans tous les métiers, les différents systèmes, dans les différents métiers de conception du système de l'hélicoptère, et également de plus en plus dans tout ce qui est logiciel et avionique. Alors j'imagine que dans vos campagnes de recrutement, vous vous adressez à un très large public, puisque je crois que vous êtes fortement engagé sur tout ce qui est diversité, inclusion. Alors comment ça se passe et quels sont les types d'actions que vous conduisez pour gagner, on va dire, en diversité ? Donc oui, on a une politique diversité et inclusion très active dans le cadre de notre politique de recrutement. 2 axes forts, les jeunes, intégrer des jeunes qui sortent tout juste de l'école. Donc c'est un message que je vous passe. Et ça, c'est soutenu par une politique d'apprentissage
importante. Tous les ans, on intègre 200 à 250 apprentis sur ce site, avec l'objectif d'en recruter un maximum. C'est pour nous une politique de pré-recrutement. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est la féminisation de nos métiers. On a pour objectif d'intégrer 33% de jeunes femmes dans les métiers dits col blanc et 12% dans les métiers dits col bleu à chaque fois que nous recrutons. Et pour ça, on a des actions aussi bien en interne qu'en externe. En interne, en amont, susciter des vocations, donner envie de soutenir l'industrie, d'intégrer l'industrie. Donc ça passe par des partenariats avec Elle Bouge, par Féminisons les métiers de l'aéronautique, par Usines ouvertes, par Fort Industrie. Donc on est partenaire dans beaucoup d'actions qui permettent de donner envie à nos jeunes filles de rejoindre cette superbe industrie. Et puis des actions en interne, de recruter, je l'ai dit, mais aussi développer les talents féminins. Donc ça veut dire avoir plus de femmes dans nos plans de succession, avoir plus de femmes dans nos programmes de leadership, plus de femmes à des positions de leader. Et est-ce que vous voyez déjà, j'imagine, quelques résultats, puisque si vous êtes engagé depuis quelques temps, ça doit un petit peu se matérialiser dans vos chiffres? Oui, aussi. on le voit parce que les objectifs que je vous ai donnés à atteindre en termes de recrutement, on arrive à les tenir. Malgré tout, on voit bien qu'il faut prendre le sujet le plus en amont possible, donc donner envie à toutes ces jeunes filles d'intégrer ce métier et de faire changer l'image de l'industrie qui est encore pas suffisamment positive en France. Alors j'imagine que tous ces dispositifs, tous ces messages que vous souhaitez faire passer, vous le faites aussi à travers le relationnel que vous construisez avec votre écosystème. Comment ça marche avec le territoire, en effet. Oui, tout à fait. Ce site a été créé en 1939. On est un des plus anciens sites dans la région, toujours en activité. Et on tient à le rester pour les prochaines dizaines, centaines d'années. Donc le plan de transformation dont je vous parlais tout à l'heure a cet objectif d'être toujours plus attractif et plus compétitif, et ça on ne peut pas le faire seul. Donc on le fait en impliquant les acteurs, les décideurs, les institutionnels du territoire, la métropole, la région, les communes, le rectorat, et on a récemment signé des partenariats avec des écoles emblématiques importantes pour nous, le lycée Pierre Mendès France, l'école des arts et métiers par exemple. Très bien. Si vous avez, avant de conclure, Amandine, un dernier message finalement, ou aux jeunes, ou à leurs parents, ou aussi aux adultes, puisque les adultes en situation de reconversion font aussi partie du public que vous cherchez. Alors quel serait ce type de message que vous Alors le message premier serait, la diversité. Donc on a la possibilité d'intégrer et de faire carrière dans une entreprise comme celle-ci, quelle que soit notre origine et notre parcours, et on recherche des diversités. Et le deuxième, c'est la passion. En nous rejoignant, vous rejoindrez une entreprise faite de passionnés et un monde passionnant, riche de projets, de métiers et d'hommes et de femmes qui la composent, dans une dynamique de croissance, de transformation, de modernisation, de digitalisation. Donc, tout est possible quand on rejoint une entreprise comme celle-ci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Amandine, pour votre intervention. Et sans tarder, on passe tout de suite à un de vos collègues. Donc, j'appelle Stéphane Deport. Bonjour Stéphane. Prenez le micro. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur en charge du programme RACER. Avant que vous nous développiez un petit peu ce que vous faites et en quoi consiste ce programme RACER, quelques mots, vous aussi, sur votre trajectoire, parce que je crois que dans l'aéronautique, vous êtes aussi tombé dedans assez jeune, me semble-t-il. Oui. Donc je vous laisse nous décrire un petit peu tout ça. En effet, moi j'ai été bercé depuis ma plus tendre enfance par l'aéronautique, et mon père ayant été navigant dans l'aviation civile. Donc c'est une passion qu'on a pu partager en famille, et j'ai toujours su que je voulais travailler dans cette filière. J'ai eu cette chance parce que j'ai pas eu de questions existentielles à me poser ou de choix cornéliens à effectuer. Vous avez gagné je du voulais temps. je voulais bosser dans cette branche. Donc à l'issue de mon baccalauréat scientifique, j'ai pour ma part effectué une école d'ingénieur avec classe préparatoire intégrée sur Paris, l'IPSA, spécialisée dans l'aérospatial. Et je me suis ensuite exilé dans le sud de la France, à Airbus Hélicoptère. Il y a pire. Oui, tout à fait. Voilà pour moi.
Et ça fait 16 ans, je crois même plus que 16 ans que vous êtes... 17 ans. 17 ans même, vous voyez, je n'étais pas loin. Alors, en ces 17 ans, j'imagine que vos activités ont également évolué. Oui, tout par à fait. rapport à votre bagage premier en ingénierie et que voilà, vous avez maintenant la charge de ce programme RACER. Si vous pouvez nous résumer un petit peu ces 17 années jusqu'à ce programme RACER. Donc, quand je suis arrivé à Airbus Hélicoptère, j'ai intégré le service sécurité et fiabilité des vols aux études générales du bureau d'études. Donc, pour résumer, c'est de la sûreté de fonctionnement. On va dire, on va travailler sur la robustesse et la sécurité de l'ensemble des systèmes critiques de nos machines. Donc j'ai commencé sur 175 puis 160. Donc métier très très intéressant puisqu'il permet en fait de toucher à peu près l'ensemble du périmètre d'un hélicoptère avec de fortes interactions avec les différents métiers du bureau d'études, aussi les équipages d'essai, la maintenabilité, etc. Donc j'ai fait ça à peu près pendant 8 ans. Ensuite, j'avais l'envie de faire un métier un peu plus de terrain, mais toujours au bureau d'études. C'est pour ça, par la suite, j'ai intégré le centre d'essai véhicules, qui est attaché au centre d'essai en vol du bureau d'études. J'ai été chargé des essais des ensembles dynamiques pour le Super Puma. Donc je suis arrivé dans un contexte un peu particulier puisqu'on avait des difficultés techniques sur la boîte de transmission principale à cette époque. Donc ça a été des années extrêmement riches et intenses avec un très 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 grand nombre d'essais à passer. Super temps passé. J'ai fait à peu près ça 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la recherche et l'innovation et notamment l'équipe projet du Racer, qui est notre démonstrateur d'hélicoptères grande vitesse. C'est un mix, on va dire, entre un hélico et un avion. Aujourd'hui, toutes nos machines sont limitées par des contraintes physiques liées à la stabilité de nos rotors, du rotor principal. Et l'objectif, c'est, au travers d'une nouvelle formule, démontrer qu'on est capable d'aller au-delà de ces limitations, avec aussi, en ligne de mire, démontrer qu'on est capable d'améliorer la performance, mais aussi de réduire nos émissions de CO2 de notre machine. C'est un grand challenge que l'aviation en général a pour 2050. Oui, en plus, exactement, donc, ça fait partie. Ouais. Donc c'est un projet de recherche financé par l'Europe dans le cadre de Clean Sky 2 et on a développé ce démonstrateur avec 40 partenaires répartis dans 13 pays européens. Donc un projet très international, beaucoup d'échanges. Et on a effectué notre premier vol l'année dernière. Et là, on est en pleine campagne d'essai en vol. On a notamment envoyé notre machine à l'Airbus Summit samedi dernier. Voilà. Très bien. Alors concrètement, sur ce programme Racer là, que vous nous avez présenté, quelles activités concrètes vous conduisez pour qu'on puisse vraiment s'imaginer comment se passent vos journées, quelles sont vos activités? Alors là, en ce moment, on est en pleine campagne d'essai en vol. L'essentiel de mon activité va être de s'assurer qu'on déroule notre feuille de route d'essai. On doit continuer à ouvrir l'enveloppe de vol de la machine. On a aussi en ligne de mire le salon du Bourget bientôt au mois de juin et des démonstrations avec des clients à bord qu'on souhaite effectuer en juillet. Donc on a énormément d'essais à passer. Donc moi, mon métier, c'est m'assurer qu'on déroule bien cette feuille de route, s'assurer que la machine avec les équipes de production prototype soit bien disponible, valider les plans d'essai avec notre équipage, analyser et suivre les vols et s'assurer que tout se déroule bien et en cas d'imprévu, essayer de réagir le plus rapidement possible pour repartir. C'est clair. Alors, voilà. Là, effectivement, vous nous avez dressé un petit peu le tableau de vos activités, mais derrière, et vous l'avez un petit peu dit quand vous nous avez retracé un peu votre parcours, quel type de compétences, alors autre que techniques, parce que j'imagine que quand vous parlez d'essai, ça mobilise quand même pas mal de compétences techniques, si vous pouvez nous en donner 2, 3, et tout à l'heure, vous nous avez aussi dit sur des projets européens qui vraiment impliquaient de nombreux partenaires de pays différents. J'imagine que les compétences linguistiques, tout ce qui est interculturalité, c'est peut-être des éléments clés aussi que vous recherchez et que vous avez aussi, vous, du coup,
acquis. Tout à fait. Donc, bon, des compétences techniques, évidemment, au bureau d'études. Après, il ne faut pas en avoir peur parce qu'on les acquiert au fil du temps, avec l'expérience. On n'arrive pas en étant expert aérodynamique dès l'entrée. Donc, ça se développe au fil du temps, ces compétences. Et ensuite, ça va être des compétences d'esprit d'équipe. C'est très important. On ne travaille pas seul. On est une famille, nous, sur notre projet. Donc, et des compétences d'écoute aussi. Pour bien capter l'ensemble des problèmes et être sûr de prendre la bonne décision, et c'est des décisions partagées. Donc beaucoup de communication et d'écoute, bien évidemment. Et alors, au bout de ces 17 ans quand même, parce que je vous en souhaite encore autant à passer, vous, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous aimez autant dans vos activités que dans l'entreprise dans laquelle vous évoluez? Dans l'entreprise, c'est un contexte international. Airbus hélicoptère est implanté dans l'ensemble des pays. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de place à la routine. Ouais. On fait des métiers où il y a toujours de l'imprévu, on découvre toujours de nouvelles choses au quotidien. Donc ça, c'est hyper épanouissant. Ouais. Et pas de place à la routine. Et je trouve travailler dans l'industrie, ça donne beaucoup de sens parce qu'on fait des choses de concrètes. Le produit, on le voit, on le touche, même si on travaille dans des phases très amont. Il y a un moment où on met la machine en vol, c'est concret, on la voit voler. Et ça, c'est formidable. Alors, je vous confirme, dans notre axe, la caméra ne le voit pas, mais on n'est pas loin d'une piste où se font tous les essais. On en a vu pas mal ce matin. Et c'est vrai que ça rend d'autant plus concret vos activités quand vous voyez l'objet fini quelque part évoluer. Donc, vous avez de la chance, effectivement. Si vous aviez, vous aussi, un message à faire passer à ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent. Si vous êtes intéressé, il faut avant tout déjà croire en soi, c'est important. Et à partir du moment où vous allez avoir l'envie, la motivation et l'énergie, tout vous sera accessible. Et surtout, on est aujourd'hui dans un contexte international un peu compliqué. On a aussi dans l'industrie aéronautique beaucoup de challenges vis-à-vis de la décarbonisation et les réductions des émissions. Donc on est dans une phase où on a vraiment besoin de bonne volonté, de bras, de cellules grises pour essayer de relever ces défis. Se remonter les manches et y aller. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie, merci à vous. Merci à tous. Et avec vous, je vais appeler une autre de vos collègues. Donc j'appelle Laetitia Torel. Bonjour Laetitia. Alors Laetitia, vous êtes ingénieure en chef sur le Super Puma. Très bel appareil également. Pareil, avant de nous dire qu'est-ce que vous faites dans le détail, quelle a été votre trajectoire? Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc oui, je suis ingénieure en chef Super Puma. Alors Super Puma, c'est quoi? C'est une plateforme qui réalise des missions civiles et militaires. Ça peut être pour faire de la lutte contre les incendies, du sauvetage à la personne, des missions oil and gas. On retrouve également aussi du support aux populations quand on est en zone de conflit, mais également des missions armées pour supporter nos armées. Mon rôle en tant qu'ingénieur Super Puma, c'est d'assurer la convergence au niveau des activités techniques sur l'ensemble de la plateforme, de la phase d'appel d'offres jusqu'en fait la livraison de nos appareils en passant par le développement et les activités de certification. Alors, je me revendique comme un ingénieur mécanique. Donc, de formation, j'ai fait une classe préparatoire, une école d'ingénieur aux arts et métiers. Et en dernière année, j'ai fait un double diplôme, un DEA en mécanique des fluides. L'ensemble des choix que j'ai pu faire au cours de ma carrière ont été, on va dire, drivés par la passion du secteur aéronautique, la passion des activités techniques. Et c'est ce qui m'a amené, en fait, il y a maintenant 23 ans, à rentrer chez Airbus Hélicoptère, notamment dans le développement des voilures tournantes. Et j'imagine qu'en 23 ans, vous aussi, vous ne vous êtes pas ennuyé. Ah non. Voilà. Alors, quelles sont au quotidien, Laetitia, vos activités? Alors, Stéphane nous a dit, il n'y a pas de journée type. Néanmoins, si vous avez quelques, on va dire, exemples d'activités un peu récurrentes qui permettent d'illustrer un petit peu mieux ce que vous faites.
Alors, comme l'a dit Stéphane, une des particularités de nos métiers, c'est qu'en effet, nos journées se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, assez dynamique, notamment dans mon secteur d'activité. En relation avec l'ensemble des secteurs de l'entreprise, donc l'ensemble des métiers techniques, quels qu'ils soient, mais également les secteurs tels que la production, le support and service, les ventes, le marketing et nos clients, bien entendu, auxquels on peut être amené d'apporter des informations. Quelques exemples. Oui. Par exemple, quand on a des développements complexes, donc il y a des équipes dédiées qui participent à ces développements, on peut se trouver avec des problématiques de convergence technique où il y a besoin soit d'arbitrage, de priorisation ou de décision technique. Et donc là, on a des routines assez régulières où en fait les métiers, les spécialistes, les experts viennent présenter le sujet afin en fait qu'on puisse prendre les bonnes décisions pour justement répondre en fait aux engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos clients. Ça, c'est assez régulier. Et un autre angle qui est complètement différent, mais qui fait aussi partie, c'est pour vous donner un peu différentes facettes, c'est la préparation de demain. Eh oui. Donc, un produit est ce qu'il est aujourd'hui, mais il faut aussi qu'il soit compatible des attentes de nos clients de demain. Donc, du coup, c'est des réunions avec les équipes telles que le marketing, nos ventes, qui sont plus près de nos clients et qui cernent en fait les besoins moyens, court et long terme, ce qui nous permettent, côté engineering, d'appréhender quelles sont les activités techniques que nous devons développer pour faire évoluer notre produit en accord avec le futur. Et alors du coup, vous aussi, j'imagine que vous travaillez de toute façon pas toute seule, vous avez aussi une équipe et vous êtes en relation aussi, j'imagine, avec d'autres départements ou d'autres équipes. Quel est le besoin, vous, dans ce que vous faites, des compétences que vous recherchez au-delà de vous-même, mais aussi pour vos équipes, pour mener à bien vos activités? Alors ça va faire écho à certains points de Stéphane, mais déjà, il est important, les socles techniques, c'est fondamental. Mais encore une fois, on arrive tous dans l'entreprise avec un socle qu'on a appris au sein de nos différents parcours et on développe énormément au sein de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs une des forces des entreprises comme la nôtre. Donc c'est avoir aussi la capacité d'apprendre en permanence, d'être à l'écoute. On a la chance sur le site tel qu'Airbus Hélicoptère d'avoir tout à portée de main, de l'engineering à la production passant par les bancs d'essai, les équipes essais en vol. L'ensemble des équipes sont présentes sur le site qui nous permet en fait d'aller au contact et pour appréhender et mieux comprendre. Donc il est clé de vouloir apprendre au quotidien. Et après, Stéphane l'a dit aussi, mais on travaille en équipe. L'ensemble de notre activité est le résultat d'un collectif. Donc travailler en collectif, être à l'écoute des autres et peut-être plus particulièrement dans mon secteur d'activité, on va dire une certaine forme d'agilité parce qu'en fait on se reconfigure quasiment en permanence et de résilience aussi parce que nos métiers en fait c'est gérer les problématiques et donc pour pouvoir gérer correctement ces problématiques il faut être résilient pour prendre toujours les choses de manière positive. Vous avez bien raison. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'anticipation, c'est-à-dire que vos activités, ce n'est pas au jour le jour, c'est dans une projection courte, moyen et long terme, ce qui veut dire que vous avez quand même depuis 23 ans aiguisé un peu votre regard sur toutes les évolutions. Votre casquette d'ingénieur vous fait aussi un petit peu comprendre que technologiquement, eh bien, les outils que vous utilisez et que Airbus Hélicoptère met à votre disposition évoluent. C'est quoi votre regard, là, on va dire, à moyen terme, sur l'intégration de ces nouvelles technologies dans vos activités? Alors, je vais essayer de prendre un peu de recul dans le secteur aéronautique, peut-être même au-delà des hélicoptères. Je pense qu'on a des défis assez majeurs dans le secteur aéronautique. Stéphane l'a abordé, c'est sur tout ce qui est sustainabilité. C'est comment assurer en fait de continuer de réaliser les missions qui sont vraiment excessivement importantes pour nos produits en diminuant notre empreinte écologique. Pour moi, c'est clé. Et c'est un enjeu majeur dans notre secteur d'activité. Après, le deuxième enjeu auquel on a à faire face, c'est pour moi notre capacité à s'adapter. S'adapter, à être agile vis-à-vis en fait des besoins de nos clients, capacité de simplifier, capacité d'amener des solutions plus rapidement sur le marché. Et ça, c'est d'autant plus valable dans le contexte géopolitique dans lequel on se situe aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est comment simplifier pour apporter en fait la meilleure réponse de nos produits de demain. Et ça, c'est clé. Ça passe par des briques technologiques innovantes. Ça passe par les compétences des personnes qui sont au sein de l'entreprise pour qu'on puisse avoir les produits les mieux adaptés quel que soit le secteur d'activité
dans le secteur de l'aéronautique. Et alors enfin, avant que vous nous donniez un petit message un peu plus ciblé, vous êtes ingénieur et vous êtes une femme, donc vous savez que le monde industriel a encore un petit peu de difficulté à vraiment intégrer plus massivement des personnels féminins. Vous, votre expérience, comment vous la résumeriez dans ce monde, effectivement, où on sait que le secteur aéronautique n'est pas forcément le secteur le plus féminisé. Néanmoins, vous y êtes, comme d'autres de vos collègues. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos collégiennes qui nous suivent et à toutes celles qui sont à distance, qui se disent « Oh là là, l'aéronautique, il y a trop de gars, il n'y a pas assez de filles ». Ça fait 23 ans que j'y suis. Je suis arrivée en plus dans le secteur de la mécanique, donc je peux vous dire qu'on n'était pas beaucoup. Encore une fois, c'est croire à ses rêves. Quand vous avez envie de faire quelque chose, il n'y a aucune barrière qui existe. Et je pense sincèrement que les femmes ont une forte place dans l'industrie. C'est un lieu que moi, je clarifierais de magique. Et je dis souvent en rigolant que moi, j'ai l'impression d'être tous les jours dans un magasin de jouets. C'est vraiment croire à ses rêves, faire les choix de passion. Et pour moi, femme ou homme, peu importe, l'essentiel, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et je peux vous dire, je suis arrivée, la proportion de femmes n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Ça ne m'a pas empêchée de faire carrière. Et je suis ravie d'avoir fait ce choix il y a 23 ans. Super, en tout cas, merci beaucoup pour votre enthousiasme, Laetitia. Je pense qu'il sera porteur, en tout cas, d'inspiration pour d'autres femmes et d'autres jeunes femmes. Merci à vous. Et on va appeler également un autre de vos collègues, donc Lucas Maury. Bonjour Lucas. Alors Lucas, vous êtes dessinateur industriel CAO, conception assistée par ordinateur, pour décrypter un petit peu, et vous êtes en contrat d'alternance. Alors, moi j'ai effectué une alternance pendant 2 ans et j'ai été embauché... félicitations. Merci. J'ai été embauché, donc moi je suis en CDI depuis mai 2024 et juste avant j'ai fait une formation de 1 an et demi en alternance au sein d'Airbus Hélicoptère. Voilà. Alors vous êtes très jeune, mais on va quand même, pour notre public aussi jeune, reprendre un petit peu votre parcours, puisque vous, est-ce que dès le collège, par exemple, c'était une évidence que l'aéronautique? Alors l'aéronautique, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, je me considère comme très créatif, très curieux, et j'ai toujours eu cette passion pour les grosses machines, la plupart des machines très techniques, tout ça, toujours essayer de comprendre comment ça marche et comment c'est fait. Donc j'ai fait après mon BTS, après mon bac STI 2D, un BTS CPI, donc conception de produits industriels, où là j'ai appris à utiliser l'outil de CAO, commencer à comprendre les plans, leur mécanique, leur fonctionnement, leur utilité. Et à partir de là, j'ai essayé au cours d'une autre formation un peu plus dans le management, de voir d'autres facettes de l'industrie, le management de l'équipe, une production, comment ça fonctionne, les outils. Et avec le recul, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait plus, c'était vraiment cette partie produit, en fait, être vraiment centré sur le produit. Et donc j'ai fait le choix de me lancer dans une autre formation dans les matériaux composites. Donc là aussi, pas forcément dans l'espoir d'intégrer l'aéronautique, parce que pour moi, j'avais une vision de l'aéronautique comme un peu le Graal, les meilleurs des meilleurs. Un peu inaccessible, quoi. Voilà, c'est ça. Donc j'avais en tête que l'aéronautique, ça aurait été bien, mais j'avais pas l'impression d'être légitime à prétendre à ce secteur. Et il faut croire que je me suis trompé. Et en arrivant ici, je me suis rendu compte de la diversité des profils, de la diversité des postes, et qu'en fait, avec le recul, tout le monde a sa place. Et c'était super. Enfin, je suis très content d'être ici. Et au final, je me vois nulle part ailleurs, en fait. Très bien. Et je crois que vous souhaitiez aussi nous dire, pour aussi une partie du public qui peut être concernée, vous, à la base, vous êtes aussi dyslexique. Oui, c'est ça. Alors moi, depuis le collège, j'ai fait des tests, en fait, où on a révélé cette dyslexie, entre autres. Et donc, là aussi, au début, c'était plutôt un frein pour moi, en me disant que j'étais pas pareil que les autres. Et à force de persévérance, c'est le genre de troubles, je pense, qu'on arrive à contrôler, ou en tout cas à effacer petit à petit. Et aujourd'hui, je pense que
c'est pas quelque chose qu'on se rend compte si on le dit pas. Donc je suis assez fier d'avoir un peu Mais vous pouvez, tout à fait. ouais, d'avoir prouvé que c'est possible d'accéder à des places auxquelles on n'espère pas, en se disant que c'est des freins, ce genre de petits soucis. Mais au final, pas du tout. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important que tout le monde sache. Que c'est vraiment à force de persévérance et une fois on sait ce qu'on veut faire, se donner les moyens pour y arriver. Et en aucun cas, ça doit être un frein ou une barrière à vouloir atteindre ses rêves, comme vous le disiez, Laetitia. Et d'ailleurs, c'est prouvé, hein, quand on a des troubles comme cela, eh ben, votre cerveau développe des stratégies de compensation, ce qui vous apporte des compétences en plus qui sont encore plus recherchées par les entreprises. Donc vous voyez, au final, et c'est un bon message à dire à tous ces jeunes qui se disent ah ben non, avec ça, c'est encore plus inaccessible, qu'en fait, pas du tout. Donc merci en tout cas de nous avoir partagé déjà ça, parce que ça c'est en tout cas un bon message de résilience aussi personnelle. Alors pour parler maintenant de votre poste, puisque maintenant vous êtes en CDI depuis le mois de mai dernier, quel est un petit peu votre travail, vos activités pour que notre jeune public puisse matérialiser un petit peu ce que vous faites? Alors moi je suis dessinateur industriel dans le bureau d'études commande de vol et système hydraulique. Donc c'est toute la partie qui est entre le manche et les pales, tous les systèmes mécaniques et hydrauliques et électriques qui vont assister le pilote et lui fournir le contrôle de la machine. Donc moi mon métier c'est d'effectuer des études pour remplacer certaines pièces, apporter un support à la production en cas de problème, faire de la conception de pièces et de la réalisation de plans, de la modification de plans, enfin toute cette partie-là technique. Moi je suis purement dans le technique. Et du coup, hein, vu l'outil parce que vous faites vos dessins avec l'ordinateur, puisque c'est une assistance par ordinateur, ça vous amène à développer quel type de compétences et vous, dans votre formation, sur quels outils vous avez aussi fait vos armes pour pouvoir utiliser cette CAO? Alors moi, depuis mon parcours scolaire, j'ai toujours utilisé des outils comme SolidWorks, très peu CATIA. Et j'arrive dans une entreprise où on utilise exclusivement CATIA. Donc ça a été pas forcément un obstacle à franchir, mais... Encore un challenge. Oui, c'est ça. Et donc ça m'a permis de développer d'autres compétences, d'apprendre un nouvel outil. Et c'est super intéressant. Et donc on utilise la CAO, effectivement, pour faire les 3D et les 2D, les plans. Et on utilise aussi l'impression 3D. Et l'impression 3D nous permet en fait de concevoir et de réaliser par exemple des pièces ou des outillages et de pouvoir après aller directement sur les machines pour les mettre en place afin de regarder si le montage se fait et tout ce genre de tâches, l'environnement. Et ça permet de réduire les coûts de fabrication des outils notamment ou des prototypes avant la fabrication de pièces finales. Et alors du coup, vous avez vu qu'on fait de belles carrières longues chez Airbus Hélicoptère. Vous voyez où dans 5 ans? Alors 5 ans, ça peut paraître peu comme ça peut paraître long. Moi je me sens très épanoui à la place actuelle que j'occupe. Je pense que dans 5 ans, plusieurs parcours peuvent s'offrir à moi. Personnellement, j'aimerais bien participer à des projets d'innovation. Mais acquérir de l'expérience sur la machine sur laquelle je travaille actuellement, c'est l'écureuil, donc le H125 et H130, ça peut devenir aussi intéressant pour devenir une sorte de référence entre guillemets au bureau d'études sur ces machines-là. Ça peut être des parcours intéressants. Pour le moment, je reste ouvert à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à moi. Et voilà, la vie suit son cours tranquillement. Voilà. Et alors, est-ce que vous êtes, parce que, comme on l'a dit avec Laetitia, les technologies, elles évoluent. Est-ce que vous sentez, là régulièrement, même si vous venez de finir votre formation, d'intégrer votre entreprise, est-ce que vous sentez le besoin de, on va dire régulièrement, pas forcément vous mettre à niveau, mais est-ce que vous avez cette curiosité de vous dire, ah là, vous parliez d'outils logiciels, CATIA, SolidWorks, est-ce que vous vous dites... justement pour prétendre aller sur d'autres activités, j'ai besoin en continu quand même de continuer à prolonger mes apprentissages.
Oui, je pense qu'on prolonge cet apprentissage pendant toute sa carrière. À mon échelle, on utilise tous les jours des nouveaux outils, que ce soit pour la gestion des fichiers, pour l'archivage. Parce que il faut savoir que sur l'écureuil, c'est une machine qui date de plus de 50 ans. Donc la plupart des plans, c'est papier. Donc pouvoir aller chercher ces documents, tout ça. Donc c'est des nouveaux outils qui évoluent continuellement. Donc oui, je pense que c'est important. Et puis dans un bureau d'études, je pense que la remise en question, elle est quotidienne et elle est très importante. Il faut savoir se dire, prendre du recul et pas voir les nouvelles opportunités comme des obstacles ou les nouveaux logiciels ou les nouveaux outils, mais se dire, bon, ben, ça pourra m'aider plus tard. C'est clair. Et moi qui suis très curieux, c'est toujours intéressant d'apprendre un nouveau logiciel ou de nouveaux outils. Alors, pareil, pour conclure, pour tous ceux et celles qui nous regardent, un conseil peut-être pratique pour les inciter à venir dans l'industrie en général, dans l'aéronautique en particulier? Alors moi, mon conseil, ça serait de ne pas avoir peur de prendre le temps de trouver sa voie, de trouver ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, et donc itérer et réitérer jusqu'à trouver sa voie. Et puis après, une fois qu'on a trouvé sa voie, c'est y aller et être déterminé et trouver vraiment ce qui nous passionne. Ouais, je pense que c'est ça le plus important. Et puis moi, personnellement, j'étais pas prédestiné à faire de l'aéronautique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant que j'y suis, je partirai pour rien au monde. Donc, essayer, c'est l'adopter, hein, c'est ça. C'est à peu près ça, oui. Très bien, merci beaucoup Lucas. Et puis on va aussi embrayer sur notre séquence formation, puisque là on va voir un petit peu la partie en amont. Avant d'arriver chez vous, il faut bien les former, ces jeunes, avant que vous puissiez les employer. Et pour cela, nous allons déjà donc accueillir nos deux enseignants du lycée Pierre Mendès France donc de Vitrolles, donc François Benielli et Hervé Mailloux. Bonjour à tous les deux. Oui, prenez chacun un micro. Bonjour, voilà, bonjour à tous. Alors, François, je vais déjà vous laisser la parole pour nous présenter un petit peu votre établissement. Vous nous parlerez de vous un petit peu quand même aussi. Tout à fait, d'accord. Et ensuite de vos formations. Ok, donc nous on représente le lycée Pierre Mendès France, qui est un lycée voisin du site d'Airbus Hélicoptère. On est partenaire et depuis longtemps déjà, hein, et on signe régulièrement des conventions avec l'entreprise Airbus. Donc c'est un lycée polyvalent en ce sens que nous accueillons des élèves de filières professionnelles, de filières technologiques, de bac général et du post-bac avec des BTS. Donc tout ça pour un environnement qui regroupe environ 1750 élèves. Donc c'est déjà un gros établissement. Donc du CAP jusqu'au BTS et avec un petit peu toutes sortes de formations industrielles, mais également toutes les formations générales classiques que l'on peut trouver dans un établissement classique. Nous avons également tout un parcours pour des adultes en formation, notamment pour des gens qui vont s'insérer dans le domaine aéronautique et qui viennent faire des formations courtes mais diplômantes, de façon à s'insérer sur les chaînes d'Airbus Hélicoptère notamment, sur les parties structure et avionique. Et vous faites bien de le signaler parce que souvent on ne pense pas que vos établissements proposent aussi de la formation professionnelle. Tout à fait. Et c'est bien de le signaler, tout à fait. Nous avons à la fois des jeunes et des moins jeunes, mais le mélange est toujours vertueux. Voilà. Exact. Alors vous, François, avant d'enseigner, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors mon parcours, et comment vous êtes arrivé là ? Il est lointain déjà. Donc moi je sors d'un bac scientifique, une classe préparatoire, de l'école des arts et métiers à Aix également. Tout ça parce que j'avais une passion pour la mécanique, la fabrication. Et puis en sortant de l'école des arts et métiers, j'avais également la passion de la transmission du savoir. J'ai toujours habité dans un lycée, mes parents étaient enseignants. Et donc je voulais être enseignant, donc j'ai passé une agrégation à l'école normale de façon à devenir professeur de fabrication mécanique. Voilà. Et donc depuis 37 ans maintenant, j'enseigne la fabrication mécanique, les automatismes, mais surtout la fabrication au lycée Pierre Mendès France à Vitrolles. Donc je suis enseignant en classe de BTS, mais également assistant du directeur technique de l'établissement. Je l'accompagne sur toute l'organisation des formations technologiques au niveau de l'établissement. Alors,
aujourd'hui, vous êtes surtout là pour nous parler d'une formation que vous encadrez, la formation donc, du BTS SIM, qui est donc conception, industrialisation en microtechnique. Tout à fait. Si vous pouvez un petit peu nous la présenter pour aussi donner envie aux jeunes qui nous regardent de l'apprendre, de la choisir. D'accord. Donc, sur le domaine des BTS, il existe de multiples BTS industriels. Nous, au niveau de l'établissement, nous avons ce BTS SIM, donc qui porte bien son nom, c'est de la conception, de l'intégration, l'industrialisation en microtechnique, mais également sur des systèmes mécaniques un peu plus vastes. L'idée de ce BTS, c'est de regrouper sur une seule formation toutes les disciplines relatives à l'ingénierie mécanique, depuis la conception, l'idée d'un produit, jusqu'à sa pré-industrialisation. Donc on va passer de l'idée à la conception, la modélisation 3D, au prototypage, l'intégration électronique s'il y en a, jusqu'à la fabrication, non pas en vue de produire en série, mais en tout cas de définir les moyens techniques de fabrication, choisir les méthodes, les façons de faire et arriver à une pré-industrialisation, à démontrer la faisabilité industrielle de la production d'un système mécanique qu'on aurait développé. Alors on est plutôt basé sur de la microtechnique. L'idée, on se situe au niveau de petits mécanismes tels qu'un drone par exemple, qui illustre bien un système dans lequel on aura à la fois de la mécanique, de l'électronique embarquée avec de la programmation puisqu'il faut faire vivre l'engin, mais également tout un process de fabrication, de conception en amont, mais de fabrication surtout, qui peut être de la production mécanique par usinage, mais également de l'injection plastique ou de la découpe. Donc on va toucher un petit peu à tous ces domaines. J'allais dire, c'est assez complet quand même. Alors c'est vrai que ça permet à des jeunes d'avoir une formation complète. Alors ils ne sont pas spécialistes dans tous ces domaines, évidemment. Il existe des BTS plus spécialisés. L'intérêt, il est quand même assez porteur, c'est que ça permet à un jeune de partir d'une idée et d'arriver jusqu'à un produit presque achevé. Et où on voit toutes les étapes de ce processus d'industrialisation qu'ils pourront reproduire ensuite dans toutes les entreprises vers lesquelles ils peuvent s'orienter. Et alors, quel type de profil d'étudiants intègre généralement votre formation ? Alors, comme tous les BTS industriels, l'idée, c'est quand même de recruter des profils qui, à la base, sont déjà un petit peu connectés techniquement. Donc, on va accueillir des bacs professionnels, puisqu'on a un vivier avec un quota imposé, à peu près un tiers de la classe. Donc, des bacs professionnels issus de diverses familles de l'industrie. Des bacs technologiques, donc on appelle les bacs STI 2D désormais. Donc qui sont des gens qui ont déjà une appétence et puis une formation assez généraliste mais technologique quand même. Et puis on accueille volontiers également des jeunes qui ont fait des parcours complètement différents, et des bacs généraux par exemple, avec des très très bonnes surprises et des bons taux de réussite de ces jeunes qui découvrent des métiers de l'industrie, des métiers concrets, d'une formation diplômante et à la fois concrète, scientifique et technique, où on allie un petit peu l'abstrait et le concret. Et disons que ces jeunes réussissent toujours très bien. On a de très bonnes surprises avec des profils qui n'étaient pas destinés, ou en tout cas prédestinés par leur parcours antérieur à venir réussir dans ces filières. Alors la question pas toujours très sympa, pour ces formations scientifiques, combien de filles avez-vous ? Alors des filles, on en a tous les ans. Évidemment, ce n'est pas la portion la plus importante des classes. Sur des classes de 24 élèves, on va avoir 4 ou 5 filles en général. Cette année, ce n'est pas le cas, donc c'est une exception. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que les filles réussissent parfaitement bien. Et très souvent, ce sont les têtes de classe, parce qu'elles sont peut-être plus sérieuses. En tout cas, ça marche très bien. Oui. Il n'y a aucun obstacle. On n'est pas dans de la mécanique lourde. Le temps des blouses grises et des machines, outils, ça, depuis longtemps révolu. Désormais, on est sur des machines où la chaîne numérique est complètement présente. On travaille sur de la programmation, on travaille sur de la mise en œuvre de machines propres, très modernes, performantes, avec des capacités très intéressantes. Donc c'est vrai que c'est passionnant pour tout le monde et il n'y a pas de barrière au niveau des filles ou des garçons. Et en plus, je crois que cette formation, elle est hyper stimulante parce que vous dédiez pas mal de moyens, je crois. Et en même temps, parce que vous avez un équipement, en tout cas des équipements qui leur permettent de pratiquer comme s'ils étaient quand même dans leurs entreprises. Et en même temps, vous travaillez aussi en mode projet, je crois, qui intéresse particulièrement vos élèves. Alors tout à fait. Donc on travaille sur 2 ans. Le cycle de formation, au départ, on considère que notre public étant hétérogène, il faut former tout le monde. Donc la première année est consacrée un petit peu à des apprentissages sur l'ensemble des moyens, logiciels et matériels. Donc on va travailler beaucoup en CAO
en FAO sur ordinateur, en conception donc. On va travailler beaucoup sur la mise en œuvre des moyens techniques de prototypage, impression 3D, découpe laser et autres procédés. On va travailler évidemment sur la mise en œuvre des moyens industriels de production, donc du tournage commande numérique, du fraisage commande numérique en 3 axes, en 4 axes, de l'injection plastique, de l'électro-érosion. Donc on a des moyens techniques assez performants, assez proches de ce qui se fait dans l'industrie. Ça, c'est la première année durant laquelle on va avoir tous ces apprentissages. La deuxième année est exclusivement consacrée à un projet que l'on donne aux élèves par équipe. Donc il y a cette notion de travail en équipe qui est très importante, où ils vont avoir la charge de la conception jusqu'à la réalisation finale d'un petit ensemble. Alors l'an dernier, on avait par exemple une main bionique qu'on actionne à distance au travers d'un gant qui lui-même, lorsqu'il bouge, va transmettre des informations sans fil évidemment à cette main bionique qu'il a fallu entièrement concevoir et qui va être animée. On est un petit peu dans cette typologie de produits. On essaye d'être un peu moderne dans la mécatronique. Et donc ce projet, ils vont le construire du début de l'année jusqu'au mois de juin, période à laquelle ils vont devoir soutenir devant un jury individuellement les parties qu'ils auront eu en charge sur le développement de ce projet, de ce prototype, et chacun a une responsabilité particulière. Voilà. Donc on les accompagne, nous en deuxième année, notre travail c'est de les accompagner en tant que technicien support et de les guider jusqu'à l'arrivée et donc à l'obtention de ce produit et de ce projet. Voilà un petit peu l'idée de la deuxième année. Alors c'est vrai que c'est un enseignement très concret, à la fois en première année sur les phases d'apprentissage et davantage encore en deuxième année, puisque là on est vraiment en immersion sur un travail de projet qui est stimulant. En général, on leur demande également s'ils ont une idée de projet. Ça peut venir de l'équipe enseignante, ça peut venir des élèves. Donc on a des fois des bonnes idées de projet d'élèves qui nous amènent une idée, et puis bon, c'est encore plus stimulant pour eux. Ah bah c'est clair. Alors j'imagine aussi que vous suivez la suite de la trajectoire, un petit peu de formation aux professionnels de vos étudiants. Alors on essaye, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous voyez une fois qu'ils sont diplômés de leur BTS et surtout de celui dont vous venez de nous donner un peu les détails, vers quelle autre filière, ou sinon est-ce qu'ils partent tout de suite dans la vie professionnelle? Alors l'évolution quand même tend à nous montrer que les jeunes essayent de continuer, ils ne se contentent pas du BTS. Alors pour ceux qui se contentent entre guillemets du BTS, le marché de l'emploi est très ouvert, et sur ces domaines de l'ingénierie, de la conception, de la fabrication, du bureau des méthodes, ils n'ont aucun mal, aucune difficulté à trouver des entreprises, notamment de nombreux sous-traitants d'Airbus, mais également chez Airbus. Donc c'est le premier vivier, et après on a pas mal de jeunes qui essayent de continuer. Une grosse proportion vont continuer sur une licence professionnelle qui leur permet d'acquérir un bac plus 3, donc, avec des licences professionnelles qui leur permettent de se spécialiser dans des domaines variés. Ça peut être de l'instrumentation, ça peut être de la conception, aller un peu plus loin en conception. Ça peut être dans l'aéronautique, puisqu'on a pas mal de jeunes qui vont à Gap-Talar suivre une licence pro aéronautique, qui donne une coloration aéronautique à un parcours technologique déjà riche, et qui donc est très apprécié ensuite sur le marché. On en a qui vont aller dans de la robotique, dans vraiment de la microtechnique, mais là ils s'expatrient un petit peu dans les régions où on travaille sur l'horlogerie par exemple. Voilà, donc on a un petit peu ce deuxième vivier. Et pour les meilleurs d'entre eux, il y a des écoles d'ingénieurs, souvent en alternance maintenant, qui ouvrent leurs portes à des jeunes et qui vont pouvoir poursuivre. Et voilà. Je vous confirme, et de plus en plus statistiquement parlant. Alors, c'est sûr que la poursuite d'études elle devient de plus en plus présente. On le voit tous les ans, bien sûr. Voilà. Alors, on a quand même quelques jeunes qui tiennent à tout prix à aller travailler. Mais c'est bien aussi. Ils y vont, ils s'insèrent. Et puis, des fois, ils reviennent nous dire finalement, au bout de 3 ans, bon, je veux reprendre. Donnez-moi quelques conseils, et on leur permet de continuer. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, François. Je vous en prie. On passe la parole à votre collègue Hervé Mailloux. Bonjour Hervé. Oui, bonjour à tous. Alors, comme votre collègue François parlait déjà un petit peu de votre établissement, vous pouvez aller directement sur votre présentation et ce que vous avez fait aussi. Sur ma présentation. Voilà, je suis enseignant, moi, depuis 1996. Maintenant, ça commence à faire quelques années. J'ai une formation initiale en DUT génie mécanique et productique. J'ai fait une licence de génie mécanique et productique. Et puis j'ai enseigné après avoir passé le concours de l'éducation nationale pendant un certain nombre d'années dans ce domaine-là. Et depuis 2009, je dirais, c'est l'année dans laquelle
nous avons ouvert le BTS aéronautique. Je me suis investi dans ce domaine-là que je ne connaissais pas forcément. Et puis je prends plaisir maintenant à enseigner dans ce domaine-là, puisque je suis à temps complet, on va dire, sur ce domaine. Donc j'enseigne plusieurs matières, notamment la réglementation. C'est un domaine qui est très très important dans le domaine des aéronefs. J'enseigne la partie assemblage et différentes méthodes d'assemblage de différents composants d'avions et d'hélicoptères, et aussi de la technologie générale, je dirais, sur l'étude des matériaux, quel type de matériaux on va pouvoir utiliser sur un aéronef. Voilà. Alors si vous pouviez en quelques mots vous aussi nous présenter votre BTS, le BTS Aéro. Oui. Là pareil, quel type de profil d'étudiants vous recherchez et qu'est-ce qu'ils font pendant ces 2 ans avec vous, hein? Tout à fait. Alors nous recrutons tout type de profil, je dirais un petit peu comme le BTS SIM qu'on a évoqué tout à l'heure. Nous avons des bacs professionnels. Alors nous nous orientons sur le recrutement de bacs professionnels aéronautiques dans un premier temps, sur des jeunes qui ont déjà un vécu dans ce domaine-là. Et puis nous recrutons des filières générales et techniques avec le STI 2D aussi. Nous recrutons aussi sur des jeunes qui se sont mal orientés, on va dire, qui ont choisi une voie après leur bac, et puis qui se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément choisi la bonne solution, et qui reviennent chez nous en nous demandant si on pourrait les intégrer dans notre formation. Alors pour venir à la formation du BTS aéronautique, c'est un BTS où on va former sur des généralités, sur comment vole un avion, un aéronef, comment ça fonctionne, quels outils nous allons utiliser pour maintenir ces appareils en vol, pour faire l'assemblage, quelles sont les règles qui vont être exigées par la réglementation française, européenne et je dirais mondiale. Donc c'est un domaine effectivement que j'enseigne. Voilà, donc c'est un BTS qui reste généraliste et qui est destiné, je dirais, à suivre les appareils. On s'occupe vraiment de l'appareil au sol. Cette formation-là, elle n'est pas pour les pilotes, on n'apprend pas à piloter, mais par contre, on va apprendre à gérer les phases d'assemblage d'un appareil ou des phases de maintenance quand il est en activité. Alors vous aussi, quelle est la part de filles dans votre formation? Alors les filles, on aimerait effectivement en avoir un petit peu plus. Cette année, nous en avons donc une promotion de 30 élèves. En première année, nous avons 2 filles. Et puis en deuxième année, nous avons 5 filles. Donc la proportion est moindre, effectivement, par rapport aux garçons. Mais tout ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'aucune fille n'a échoué au BTS lorsqu'elles ont passé l'examen. Aucune. Il y a eu 100% de réussite depuis une quinzaine d'années, donc ça fonctionne bien. Le métier demande de la rigueur, et c'est pourquoi sans doute les filles ont plus de rigueur que les garçons et peut-être réussissent mieux, on va dire, dans cette filière-là. Alors pour faire rêver les filles, justement, il y a un argument choc que vous avez, parce que dans votre formation, vous proposez des stages à l'étranger. Oui, tout à fait, oui. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'aéronautique. Hein, ça fait voyager et surtout, on apprend aussi mieux parfois quand on sort un peu de sa zone de confort et qu'on est confronté à des environnements un petit peu différents, toujours dans l'aéronautique, puisque vous envoyez vos étudiants dans des entreprises industrielles, mais aéronautiques. Oui, et c'est là qu'ils continuent quelque part leur formation. Voilà, tout à fait. Donc nous, on a une autre spécificité au lycée Pierre Mendès France, c'est que nous avons la charte Erasmus, donc ce qui nous permet de financer des stages, notamment à l'étranger, et avec notre partenaire, c'est Airbus Hélicoptère. Donc non seulement nous envoyons des stagiaires en Allemagne à Donauwörth, en Roumanie à Brasov, mais aussi à Albacete, donc en Espagne. Et au travers de ces stages, les étudiants et les étudiantes participent activement aux activités de maintenance, principalement sur les hélicoptères, et aussi participent à la vie du pays, parce que les coutumes ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Donc il y a une phase aussi d'apprentissage qui est très intéressante à faire des stages à l'étranger. Une chose que je voudrais ajouter, il ne faut pas être réfractaire aux langues étrangères. Donc, il faut, notamment en anglais, c'est clair,
qu'il faut il faut travailler l'anglais et puis ne pas hésiter à faire des séjours linguistiques si on a la possibilité, ou de prendre des cours supplémentaires, ou de visionner des films, etc., en anglais, que ce soit des films techniques ou autres. Et de manière générale, vous parliez sur la compétence linguistique de l'anglais. J'ai une petite parenthèse, Amandine, l'anglais, dans l'aéronautique, c'est la base. Hein, donc, voilà. Donc, mettez-vous-y à l'anglais si ce n'est pas déjà fait. Mais bon, on est sur des jeunes générations qui maintenant pratiquent quand même beaucoup plus et mieux l'anglais, donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors vous, quand vous voyez vos étudiants revenir de stage, vous remarquez une différence quand même? Alors, de manière générale, lorsqu'ils vont en stage, que ce soit à l'étranger ou en France, on va dire, on les voit changer, parce qu'ils voient vraiment ce que c'est que le travail industriel, l'intérêt qu'il y a à participer à ce genre d'activité. Et ils voient tout ce qu'on peut leur apprendre lors des séances de cours ou de TP, tout ce qui se fait concrètement dans les industries, et notamment en maintenance ou en assemblage des aéronefs, effectivement. Hein. Donc c'est des stages qui sont importants. Et en deuxième année, lorsqu'ils passent effectivement en deuxième année, on les voit quand même changer, effectivement, et avec un autre regard, et il y a un rapport, je dirais, d'adulte à adulte, finalement. On est enseignant, donc il y a des jeunes, et puis lorsqu'ils atteignent effectivement la deuxième année, on a un regard très différent sur leur comportement aussi. Oui. Et j'imagine que parfois ils reviennent en vous disant, mais ça, dans ce pays, on ne le fait pas comme ça, on le fait plutôt comme ça. Alors tout à fait, tout à fait. J'ai une anecdote, puisque cette année, nous avons un étudiant qui a pu partir même au-delà de l'Europe, puisqu'il est parti en Chine, donc faire son stage de mois de janvier et février chez une entreprise qui fait la révision d'hélicoptères, on va dire, qui pratique à la maintenance des hélicoptères. Donc la Chine, c'est un pays lointain. Ils ont des coutumes, des traditions vraiment différentes, et il en ressort effectivement enchanté de cette expérience. Et puis même, nous pouvons avoir des regards différents sur tel ou tel pays, et puis finalement on se rend compte que le regard que nous pouvons avoir sur certains pays n'est pas forcément le bon. Donc au travers de ces stages-là, effectivement, de ces expériences-là, on peut modifier un petit peu son esprit, on va dire, et puis son esprit critique. Voilà. Alors, avant de conclure, si vous aviez un conseil à tous ces jeunes et moins jeunes qui nous regardent et qui auraient envie de suivre vos différentes formations, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Voilà, dans un premier temps, si la filière aéronautique vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous rendre dans les lycées qui enseignent, et les établissements de tout type qui enseignent ces disciplines-là, notamment aux journées portes ouvertes. Il y a des salons qui se font régulièrement, les salons de l'étudiant ou d'autres salons. Donc il faut dans un premier temps effectivement ne pas hésiter à aller voir, se rendre compte un petit peu ce qui se fait. Ensuite, je voudrais parler aussi, il y a des lycées, des collèges qui pratiquent des cours sur l'aéronautique qui s'appelle le BIA. Donc il ne faut surtout pas hésiter à manquer entre guillemets ces cours-là. Il faut s'inscrire, suivre avec assiduité ces cours-là, et puis obtenir un petit diplôme, on va dire, ou un premier diplôme, on va dire, sur les connaissances générales du monde aéronautique. Et travailler, je réinsiste sur le travail sur l'anglais notamment, qui est une langue qui est vraiment importante dans ce domaine-là. Merci beaucoup Merci à vous. Hervé, et vous nous avez fait le plaisir de venir avec chacun un étudiant et une étudiante de vos deux formations respectives. Donc je vais appeler Amel Ashkor, qui est une étudiante en BTS Aéro deuxième année. Bonjour Amel. Bonjour. Et également donc Lucas Monge, qui est lui BTS, qui est étudiant de BTS SIM, pardon. Bonjour. Et donc tous les deux, vous avez vos enseignants avec vous. Alors Amel, pour commencer avec vous, pour faire la transition avec votre enseignant qui vient juste de parler de votre formation. Alors vous êtes en deuxième année, mais vous, avant d'arriver à ce BTS-là que vous vouliez plus que tout, ça n'a pas été très simple. Exactement. Dites-nous tout. Moi, du coup, je suis partie d'un bac général. J'avais pris les spécialités sciences économiques et sociales et histoire, géographie, sciences politiques. Ensuite, moi, je voulais vraiment faire de l'aéronautique. Mais j'ai fini en BTS management commercial, c'est ça, MCO, pardon, management commercial opérationnel.
Et au final, je l'ai eu, j'ai fait les 2 ans, j'ai tenu les 2 ans, et après, je me suis réorientée vers le BTS aéronautique. Voilà, et maintenant que vous y êtes, hein, alors j'imagine que... Et en plus, vous avez la chance d'être parti en Espagne durant votre stage. Ouais, j'ai effectué mon Voilà. stage de première année à Airbus Albacete en Espagne. Durant tout le mois de juin, c'était incroyable. Ah voilà, voilà. Non, franchement, c'était une super expérience. J'étais avec une camarade de classe, on était 2. Et c'était vraiment intéressant, que ce soit pour la différence de leur façon de travailler, c'est pas la même qu'en France. Oui. La différence de culture, c'était vraiment intéressant. Et alors, vous, sur place, bon, il a fallu peut-être un petit temps quand même d'adaptation, mais une fois que vous étiez voilà, immergé et vraiment au fait de ce qu'on vous demandait de faire, comment finalement voilà, vous vous êtes intégré et qu'est-ce que vous avez appris au final? Ben, franchement, ça s'est fait tout seul. Déjà, j'étais pas seule, donc Oui. franchement, ça allait. On était 2, donc on se soutenait. Et franchement, oui, ça, en fait, ça s'est fait tout seul. Dans l'entreprise, tout le monde nous a super bien intégrés, tout le monde nous parlait, tout le monde a essayé de nous intégrer au mieux. Donc on s'est vraiment senti très bien, quoi. Du coup, voilà. Alors, là-bas aussi, j'imagine que filles-garçons, ça fait pas beaucoup de différence quelque part. Bah, dans le hangar, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes par Oui. rapport aux femmes. Mm. Mais franchement, on a quand même été super bien intégrés. Ils ont été super gentils avec nous. Ils nous ont montré leur métier, tous les différents métiers. C'était vraiment intéressant. Et alors, vous, au final, quand vous avez dû vous orienter vers cette filière plus scientifique et technique, est-ce que vous êtes fait des nœuds au cerveau ou vous êtes dit je suis passionné d'aéronautique et j'y vais coûte que coûte? Non, moi je savais que j'étais passionnée d'aéronautique et que j'ai toujours voulu faire ça. Du coup, j'ai foncé et qu'il y ait plus d'hommes, de femmes ou quoi, ça me dérangeait pas. Je savais que c'est ce que je voulais faire, donc Et là, j'ai suivi mes côté, rêves. voilà, mais c'est très bien. Et le côté technique que vous avez en cours avec vos professeurs, ça va, vous vous éclatez aussi? Oui, oui, franchement, d'être une femme ou un homme, c'est pas dérangeant. Puis on a les mêmes capacités, donc Exact. on peut faire la même chose qu'eux, on apprend les mêmes choses. Au final, on a les mêmes postes, donc voilà quoi. Il faut juste travailler comme toute la classe pour avoir des bons résultats et s'en sortir. Et voilà. Et alors vous, c'est quoi votre projection là dans 5 ans là? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Bah, moi déjà j'aimerais bien donc finir mes études, finir le BTS, ensuite poursuivre avec une licence et potentiellement un master. Donc après j'aimerais bien travailler dans l'aéronautique. Bah oui. Et voilà, je me vois bien dans une entreprise aéronautique comme Airbus, pourquoi pas. Hein. Et voilà. Très bien. Un dernier conseil aussi, hein, vous savez qu'on a 22 collégiennes qui sont sur site et qui vont venir visiter ensuite ce site. Voilà, qu'est-ce que vous leur diriez pour dire, bon, même si vous ne voulez pas être comme vous, pilote de chasse, enfin c'était votre rêve premier, mais vous n'êtes pas tout de suite passionné d'aéronautique, pourquoi venir dans l'industrie et surtout choisir une orientation scientifique et technique? Ben, moi franchement je pense qu'il faut suivre ses rêves. Moi j'ai été passionnée depuis toute petite, donc j'ai suivi mon rêve même s'il y a eu quelques complications. Mais franchement, moi, je vous conseillerais de vraiment faire ce que vous avez envie, le métier qui vous intéresse, parce que plus tard, c'est vous qui allez travailler. Donc voilà, franchement, je vous conseille juste de faire ce que vous avez envie, d'aller dans un domaine qui vous plaît, qu'il y ait des hommes ou des femmes. Il faut juste travailler pour s'en sortir et il n'y a que ça qui compte. Voilà. Très belle parole, Amel. En tout cas, merci beaucoup. Merci Et on va passer à votre collègue Lucas Monge. Alors, Lucas, vous êtes étudiant dans la classe, en tout cas dans le BTS de François, en CIM, un BTS CIM. Oui. Alors pareil, hein, vous aussi, je crois que vous aussi, vous vouliez être pilote de chasse. Oui. Décidément, ça fait rêver. Alors finalement, c'est pas cette carrière-là que vous allez prendre. Néanmoins, vous vouliez quand même rester pas trop loin du secteur aéronautique. Oui, alors moi du coup j'ai fait un bac général, donc je m'étais pas trop renseigné en fait, je voulais juste être pilote de chasse mais je m'étais pas trop renseigné de ce qu'il fallait faire. Et je me suis rendu compte qu'il fallait être très très fort en maths et en physique et malheureusement je m'étais pas donné les moyens pour. Ah oui. Donc du coup j'ai quand même fait une licence, j'ai essayé de faire une licence plutôt parce que j'ai fait ma première année, je l'ai redoublée. Et après, juste j'ai abandonné parce que j'ai trouvé le BTS SIM et qui me convenait mieux. J'ai regardé un peu et je trouvais que c'était un peu plus adapté à ce que je voulais faire. Et voilà, là je m'éclate dans mon BTS, même Super, si pour l'instant ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'aéronautique, mais je sais que plus tard,
on pourra un peu rassocier ça à l'aéronautique. Et puis rien ne vous empêche de compléter votre formation pour prendre des voies qui vous rapprochent un peu plus des segments encore plus recherchés par le secteur de l'aéronautique, hein, si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre formation ? Alors, c'est toute la différence avec une licence, c'est que la licence, c'était vraiment très théorique. Et là, le BTS, il y a une grosse partie en atelier, et vraiment, je m'éclate en atelier. Oui. J'adore tout ce qu'on fait à la FAO, donc sur les ordi, mais vraiment en atelier. C'est des trucs concrets. En plus, on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est des projets que nous, on choisit. Les profs, ils nous donnent un thème qu'on doit respecter. Et après, c'est nous, on donne totalement, on choisit totalement ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, là, on pouvait faire des bijoux. J'ai fait une bague pour ma copine. C'est vraiment des trucs, c'est des trucs qu'on choisit, on personnalise vraiment nous. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, on gère tout de A à Z. Ils nous aident, bien sûr, parce que là, je suis en première année. Mais on gère tout de A à Z. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'en licence, je ne pouvais pas avoir. Et j'étais un peu perdu en licence. Et là, je me trouve très, très bien dans mon BTS. C'est ce côté concret, ce côté un petit peu où vous êtes plus responsable devant aussi ce que vous conduisez. Oui. C'est ça qui vous plaît plus, hein. Oui, vraiment. Parce que là, je sais vraiment que ce que je commence à faire, même si au départ, c'est juste une idée, je sais que l'idée, elle va vraiment être aboutie. Et à la fin, j'ai vraiment quelque chose de matériel sur moi. Et donc, du coup, je vois vraiment que j'ai vraiment travaillé pour quelque chose. Et vous avez suivi plusieurs étapes pour arriver au résultat, en fait. Hein. Oui, voilà. Vraiment, là, on apprend justement en première année toutes les étapes pour le projet final. Alors, vous aussi, comme Amel, dans 5 ans, vous allez forcément travailler dans l'aéronautique, hein, ça on l'a compris. Oui. Mais quel autre jalon vous allez poser pour y arriver, justement ? Alors là, après le BTS, j'aimerais bien faire une école d'ingé à l'IT2I aux Arts et Métiers à Aix. Ouais. Et donc après, donc c'est en 3 ans, mais après j'aimerais bien faire une 4e année pour gestion d'entreprise. Oui, parce que vous avez un petit côté entrepreneur quand même. Voilà, j'aimerais bien poursuivre, essayer de créer mon entreprise dans l'aéronautique pour la conception pour l'aéronautique. Donc c'est vraiment ce que je fais en BTS pour vraiment la suite de mon BTS. Et voilà, mais toujours dans l'aéronautique encore. Super. Alors vous aussi, pour vos camarades, si vous avez un petit message à donner, pourquoi rejoindre ce BTS SIM qui vous plaît tant ? Alors vraiment, c'est un BTS qui est vraiment bien. On apprend beaucoup de choses et on n'a pas l'impression d'apprendre. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que il y en a beaucoup qui disent on n'a pas l'impression d'apprendre en licence ou quoi. Mais là, vraiment, on s'amuse tout en travaillant. Et bon, déjà, j'ai de la chance d'avoir une promo qui est très, très gentille. On s'entend tous bien. Et en plus, on s'éclate. On travaille entre nous. Chez nous, alors que les profs ne nous demandent pas, on s'aide entre nous. Le BTS, c'est pas un concours, donc on va tous l'avoir si on apprend. Donc on s'entraide et vraiment il y a zéro rivalité et c'est super bien. En fait, c'est comme dans le sport, quoi. Vous êtes dans un super collectif. Hein. Oui, voilà, c'est un sport d'équipe. Le BTS, c'est en plus comme on a un projet en 2e année en groupe, donc c'est vraiment un truc qu'on doit faire en groupe. C'est super bien. Super, merci beaucoup. En tout cas, vous nous avez donné envie de pouvoir rejoindre vos formations respectives. Donc, merci à chacun et chacune pour vos interventions. Et c'est le moment de passer à notre petite séquence orientation avec notre partenaire l'ONICEP. Et nous rejoignons tout de suite Nathalie Lecéphel. Nathalie qui est psychologue de l'éducation nationale, chargée d'ingénierie pédagogique et de formation pour l'ONICEP. Bonjour Nathalie. Alors on ne vous entend pas forcément très très bien. Je regarde la régie. Est-ce que votre micro est ouvert, Nathalie ? Ah, c'est ouvert mais on ne vous entend pas. Alors attendez, petit réglage technique. Essayez voir de nouveau de parler pour voir si c'est bon. Non. Ah ben celle-là, on ne l'avait pas encore eu, Nathalie. Hein. Pourtant, on en a fait quand même quelques-uns ensemble, hein, des webinaires. Hein.
Il faut toujours une première, hein, de toute manière. Hein, donc, les aléas du direct. Alors, essayez de... Non, on ne vous entend pas. Ah. Et pourtant, en répétition, tout à l'heure, tout fonctionnait bien. Voyez? Alors. Non, rien à faire? Alors, on va quand même projeter, Nathalie, votre petit diaporama. Et je vais commencer et on verra peut-être qu'en cours de route, hein, peut-être qu'il y aura moyen de vous raccrocher. Alors, il est à l'écran. Donc, voilà, Nathalie vous a un petit peu dressé les différents domaines de formation qui conduisent à l'aéronautique. Hein. Vous voyez énumérer un petit peu des grands secteurs: énergie, défense, industrie, production, maintenance, qualité, logistique, transport, sécurité. La liste n'est pas exhaustive. On peut envoyer la deuxième slide. Merci. Donc là, de la même manière, eh bien, elle vous a mis quelques métiers emblématiques qui recrutent particulièrement dans le secteur de l'aéronautique. Et comme vous voyez, vous avez 2 segments de qualification: technicien, technicienne, ingénieur, puisque vous savez que les 2 sont fortement recherchés auprès de tout le secteur aéronautique. Ce sont quelques exemples. N'hésitez pas de toute manière à les compléter aussi sur le site de l'ONICEP. 3e slide. On n'a toujours pas récupéré Nathalie? Non, toujours pas. Les différents niveaux d'études, alors vous l'avez vu, puisque on en a quand même parlé autant avec Amandine qu'avec nos 2 enseignants. Vous pouvez atteindre les métiers de l'aéronautique absolument sur tous les niveaux de formation, du CAP au bac général, au bac technologique avec la formation STI 2D, le bac pro, aéro, option système, des BTS, le BUT également, le diplôme d'ingénieur aussi. Donc n'hésitez pas. Sachez également, comme l'ont dit aussi donc Amel et Lucas, qu'effectivement, après un BTS, un BUT, une licence également, vous pouvez raccrocher une école d'ingénieur via l'alternance. Donc n'oubliez pas que ces passerelles existent également. Et quelques exemples de voies d'accès qu'elle vous a également proposées, autant en formation initiale qu'en apprentissage, qu'en formation continue. Et pour notre public plus âgé, eh bien, vous avez aussi la VAE, qui est la validation des acquis de l'expérience, qui permettent à des adultes de faire reconnaître leur expérience professionnelle en la convertissant en un diplôme pour pouvoir souvent évoluer professionnellement. Voilà. Voilà. Et dernière diapositive, eh bien, ce sont toutes les informations, puisque là, Nathalie vous a fait un petit panel, mais bien évidemment, sur le site donc, de l'onicep.fr, vous trouvez absolument tous les détails nécessaires, ainsi que des témoignages hein, aussi de professionnels. Plus, vous avez la plateforme Avenir, qui s'adresse aussi aux élèves et aux équipes éducatives pour creuser et approfondir un petit peu certaines voies de formation. Les actualités, sachez également que vous avez aussi un dispositif qui est mis en œuvre par l'ONICEP, qui est une plateforme de mise en relation avec des conseillers d'orientation, qui est gratuite, que vous pouvez appeler à tout moment pour voilà, leur indiquer un petit peu vos choix, vos rêves aussi. Et ces conseillers pourront vous donner et les traduire en parcours de formation. Voilà, j'en ai fini pour l'orientation. Désolée, hein, Nathalie, j'aurais préféré que ce soit vous qui puissiez nous présenter votre travail. En tout cas, un grand merci à vous. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, sachez qu'un replay sera disponible dès demain, où vous pourrez revoir eh bien, tous ces témoignages. Vous pourrez revoir aussi ce diaporama tranquillement. Et il est temps de passer au temps des questions. Alors, nous en avons... Oula, je regarde l'heure, nous avons 8 minutes. Ça va être dur. Alors, j'en avais repéré une déjà qui va s'adresser à Amandine. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la féminisation
des métiers, il y a sûrement des femmes qui sont adultes salariées qui nous disaient est-ce que ça s'adresse qu'aux jeunes filles? Est-ce que les femmes, après 40 ans, sont bienvenues chez Airbus Hélicoptère? Voilà. Évidemment, vous en avez la preuve vivante. Nous sommes des quarantenaires. Oui, mais Laetitia y est depuis 23 ans. Je plaisante. Oui, bien sûr. Donc, comme tout à l'heure, je parlais des recrutements que nous faisons. À peu près 500 personnes par an sont intégrées sur ce site chaque année depuis quelques années. On fait des recrutements à l'extérieur de personnes qui sortent de leur formation, mais aussi beaucoup de personnel expérimenté. Donc des jeunes femmes, quel que soit leur âge, peuvent postuler. Toutes nos offres d'emploi, de stage et d'apprentissage sont disponibles sur le site carrière d'Airbus. Donc nous publions toutes les offres. Très bien, et ça répond à la question que nous avions, qui nous demandait qu'effectivement, est-ce qu'Airbus Hélicoptère comprend des processus d'immersion en entreprise pour les personnes qui souhaitent se reconvertir, ou l'activité est-elle trop sensible pour autoriser ces visites d'adultes qui souhaiteraient un peu être immergés, comme pour les jeunes, auprès de vos différents métiers? Alors les visites doivent être organisées et cadrées. On ne peut pas librement visiter un site industriel sur lequel nous avons des activités militaires. Donc ça doit être cadré, mais par différents biais, par différentes écoles, associations, des possibilités s'ouvrent pour visiter nos sites. Alors, encore une question pour vous, puisque alors on nous remercie pour ce webinaire très intéressant. Merci en tout cas pour votre retour. On nous dit aussi pourquoi les entreprises industrielles, particulièrement aujourd'hui, cherchent à recruter plus de jeunes filles, alors que ce n'était pas le cas par le passé. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Les mentalités, ensuite on a une autre question, est-ce que c'est aussi qu'une question de mentalité ou pas forcément? On est convaincu que la diversité est source de richesse. Et la première des diversités qui nous caractérise quand on nous regarde, c'est notre genre. C'est clair. Donc mais je parlais de diversité, on parlait des femmes, on parlait des jeunes, mais il y en a bien d'autres, les nationalités, les parcours de formation. Les personnels en situation de handicap aussi, sont des sujets auxquels on est attentif aujourd'hui. Voilà, donc on a la conviction que cette diversité apporte de la richesse et donc de la performance à l'entreprise. Alors, on nous dit aussi que Nathalie était audible. Finalement, voilà. Nous, il n'y avait pas de retour plateau, donc c'est pour ça qu'on pensait qu'elle n'était pas audible. Et j'ai plusieurs personnes qui nous disent, alors désolée Nathalie, voilà, à travers le Zoom, il n'y avait aucun souci, mais c'est vrai que nous, en retour plateau, on ne vous entendait pas. Autre question aussi sur les segments de qualification, si actuellement c'était plus sur le segment technicien, puisque c'est le cas un peu globalement dans différentes études, ou si chez Airbus Hélicoptère, c'est plus le segment ingénieur. Alors ça a été au départ de notre phase de croissance plutôt sur les secteurs d'ingénieurs, sur les métiers d'ingénieurs, parce qu'avec des programmes en développement, des grosses commandes qui ont amené à travailler nos projets. Et puis cette phase de ramp-up a basculé de l'engineering vers la production des produits qui avaient été conçus par l'engineering. Donc aujourd'hui, on a aussi des grosses phases de recrutement sur les métiers techniciens. Les techniciens de prod et aussi dans les activités de service, donc de réparation, de maintenance. Et alors, vous voyez que nous sommes a priori pas mal suivis par des personnes qui sont en situation de reconversion, qui nous disent qu'on a parlé beaucoup de jeunes et de filles, et que pourquoi on ne dirait pas plus vieux en reconversion, parce qu'a priori, on a beaucoup de demandes de personnes qui nous suivent, qui sont peut-être sur le tard, se disent que le secteur de l'aéronautique est peut-être le secteur qui leur a fait rêver, mais la vie fait que parfois on passe peut-être à côté de certaines orientations, mais vous avez répondu, Amandine, que les adultes en situation de reconversion sont bienvenus. Et en fait,
dans malheureusement beaucoup de filières de programmes de formation, il n'y a pas suffisamment de monde pour aujourd'hui pouvoir répondre à l'ensemble des demandes du secteur de l'aéronautique, qui est en croissance globalement. Donc on a ouvert d'autres voies, et notamment ce qu'on appelle le CQPM, qui est un certificat qui permet de qualifier, de former des personnes à un nouveau métier. Donc il y a aussi ces opportunités pour ces personnes plus âgées, plus seniors, qui voudraient faire une reconversion vers l'aéronautique. Et là, on est accompagné, on le fait en partenariat avec les agences, les entreprises de travail temporaire avec lesquelles nous travaillons. Merci Amandine. Alors comme il me reste juste 3 minutes pour conclure, je voulais quand même faire quelques remerciements. Pour les questions que nous n'avons pas eu le temps de prendre, n'hésitez pas à me les poser sur le mail que vous avez reçu pour vous connecter. Je les transmettrai à Amandine sans retard. Si vous voulez en savoir plus sur et prolonger un petit peu ce webinaire, n'hésitez pas à aller sur notre MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, puisque là vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires pour compléter ces informations. Donc n'hésitez pas. Et bien évidemment, je remercie encore une fois tous les participants et participantes pour leur témoignage. Je pense que voilà, si on a pu informer, rassurer et donner surtout envie à des jeunes, des moins jeunes, des filles, des garçons à s'orienter vers le secteur de l'aéronautique, eh bien, nous aurons là parfaitement réussi notre objectif. Je voulais également donc remercier particulièrement Marie Boer d'Airbus Hélicoptère, toutes ces équipes, alors je les énumère, mais je dois peut-être en oublier certains, Faustine, Olivier, Patrick, Samy, Nadia et bien d'autres, qui depuis des mois eh bien, nous ont aidés à pouvoir réaliser cette émission. C'était la 3e, en tout cas avec Airbus Hélicoptère, et c'est toujours un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir venir, et puis nous aussi, rêver, parce que c'est vrai, vous avez raison Laetitia, vous avez de la chance. C'est quand on voit les choses se fabriquer, c'est magique, et même nous qui sommes de l'extérieur, on est pris aussi, et ça donne envie. Voilà, dans une autre vie peut-être, voilà. Mais en tout cas, on espère vous avoir donné tous les éléments pour réussir votre orientation dans l'aéronautique. Je tenais également à remercier mes partenaires à la régie de la société Mooncat Studio, qui m'accompagne depuis 3 ans fidèlement et efficacement sur tous les webinaires que nous faisons ensemble ces dernières années. Donc merci Émilie Dupré, merci Julien Pindestre, merci Julien Deconinck, David aujourd'hui comme ingé son, on en a eu plusieurs, donc je les remercie tous également, puisqu'on a vraiment eu le bonheur franchement de pouvoir aller dans plein d'entreprises sur tout le territoire, dans différents secteurs, rencontrer des personnes comme vous passionnées. Ça fait du bien, franchement, et c'est génial. Voilà, c'était en tout cas c'est une très très belle expérience. Ces échanges sont toujours une très belle opportunité de découvrir tous ces acteurs sur le terrain qui contribuent à faire vivre notre belle industrie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'industrie c'est des emplois, c'est du lien social, c'est plein de choses, et c'est des compétences et de la transmission, une richesse aussi. Donc un grand merci à tout le monde. Et enfin, un grand merci également donc, à nos différents partenaires sur ce webinaire. En premier lieu à l'association donc Elle Bouge, dont je salue toujours l'engagement et sa forte mobilisation pour toutes ces actions qui font la promotion de la mixité et de la féminisation des métiers de l'industrie. C'est important. Je salue Marie-Sophie Pavlaki, donc sa fondatrice, qui aujourd'hui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Je remercie également Émilie Pomero, la déléguée régionale Elle Bouge, qui n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui, mais qui a été notre partenaire pour pouvoir faire venir toutes ces collégiennes chez nous, ici. Et enfin, je remercie donc France Université Numérique pour le travail fait depuis 2020 sur le MOOC que nous avons en commun. L'ONICEP, évidemment, avec Nathalie Lecéphel pour sa grande fidélité, elle et ses différents collègues qui sont intervenus donc auprès de nous.
Et donc, il est temps de conclure, hein, voilà, cette émission. Un grand merci et puis on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures industrielles. N'oubliez pas, le replay, c'est pour demain. Vous le trouverez sur le site YouTube de l'IMT. Et sinon, vive l'industrie. Merci beaucoup. Hein.